Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt moyen depuis la défaite de l'équipe de France hier en finale face à l'Argentine. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à débriefer la Coupe du Monde, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Et aujourd'hui, voilà, je suis complètement pas dévasté parce que le mot serait quand même grand pour parler de football. Mais c'est vrai que je suis extrêmement déçu, triste. Voilà, hier soir, après le match, j'ai été dévasté, clairement. Bon, aujourd'hui, c'est un peu retombé, mais je sens que toute une génération de supporters de l'équipe de France vont mettre du temps à se remettre de cette défaite, tant elle est difficile, et c'est même pas une défaite, parce qu'encore une fois, tu te fais éliminer, comme contre la Suisse, comme contre le Portugal en 2016, comme contre l'Italie en 2006. Tu te fais pas éliminer, tu perds parce que tu gères mal un truc que tu considères comme un détail, les tirs au but, alors que c'est pas du tout un détail, c'est pas la loterie comme j'ai pu l'entendre dans la bouche des joueurs de l'équipe de France et même de Didier Deschamps. Les tirs au but, c'est tout sauf de la loterie. On va revenir sur le match étape par étape, mais avant de revenir sur le match et avant de vraiment parler en détail de la performance de l'équipe de France, avant de parler des Argentins, avant vraiment de parler du bilan pour nos Bleus, il faut parler quand même de ce match en général et le symbole qu'il y a derrière ce match. Pour moi, le symbole qu'il y a derrière ce match, c'est que le football est un sport absolument merveilleux. Et comme je l'ai dit sur TikTok, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker mon TikTok, il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas le football pendant l'année et qui suivent le football seulement pour les Coupes du Monde ou pour les finales, etc. Et qui vont être absolument subjugués par ce scénario. Je pense que même Steven Spielberg, moi qui suis grand fan de cinéma, même Spielberg, même les plus grands scénaristes américains, réalisateurs américains n'auraient pas pensé dans leur film, dans leur blockbuster à faire ce genre de scénario. Tant le scénario de ce match est absolument incroyable, rocambolesque. C'est la plus grande finale pour moi de tous les temps. C'est la plus grande finale que j'ai eu à voir. Voilà, si on enlève tout l'affectif et mon parti pris pour l'équipe de France, c'est vrai que cette finale est la plus grande qu'on ait peut-être jamais vue dans l'histoire du football. C'est peut-être même le plus grand match de l'histoire du foot parce que c'est absolument incroyable, c'est complètement rocambolesque. Vraiment, c'est énorme comme finale, on n'a jamais vu ça. C'est absolument exceptionnel. On est passé par toutes les émotions, la tristesse, la déception, puis la joie, puis la tristesse encore une fois, puis la joie, puis la tristesse encore une fois. C'est absolument extraordinaire comment ils ont jonglé avec nos émotions pendant tout le match. Et c'était un match ouvert. C'est ça qui est absolument incroyable, c'est que ça allait de tous les côtés. Tu avais une grosse occasion pour l'équipe de France. D'ailleurs, tu en avais une énorme pour les Argentins. Et ça a été un match absolument rocambolesque. On a l'habitude de dire que les finales sont des matchs plutôt fermés, sont des matchs où les équipes n'aiment pas trop se livrer, qu'elles aiment bien chercher une faute, qu'elles aiment bien jouer la tactique, etc. Que c'est des matchs souvent assez chiants à voir parce que c'est un match à élimination directe et que forcément on n'a pas trop envie de se dévoiler, on préfère aller en prolongation ou tout jouer sur un coup de pied arrêté, etc. Et là, pas du tout. Toutes les deux équipes se sont livrées, tous les joueurs ont été vraiment au diapason pour leur sélection nationale. Donc voilà, s'il fallait vraiment, avant de parler du match, s'il fallait faire une intro dans laquelle on pourrait parler en enlevant tout l'affect, on devrait parler finalement de la finale et de toute la symbolique qu'il y a, qui montre que le football est un sport absolument merveilleux et que hier on en a vraiment eu pour notre argent pour le coup. Si on devait parler de la performance de l'équipe de France, évidemment la performance de l'équipe de France est absolument décevante pendant quoi 80 minutes, voilà, 80 minutes, même sur tout l'ensemble des 90 minutes, parce que même quand l'équipe de France égalise, ben voilà, c'est pas non plus extraordinaire. C'est vrai que sur le match, l'équipe de France est absolument dépassée. Beaucoup ont dit que c'était à cause du virus, d'autres ont dit que l'Argentine était tout simplement trop forte. Je sais pas vraiment, je suis pas dans le corps des joueurs, donc je sais pas s'ils étaient diminués par ce fameux virus qui a vraiment décimé l'équipe. Et c'est vrai que pour préparer une finale de Coupe du Monde, c'est pas forcément l'idéal. Comment on pourrait expliquer le fait que l'équipe de France soit passée à côté de son match pendant 80 minutes? Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer? On peut pas l'expliquer. Les Argentins ont aussi été très très forts. Je pense que Scaloni a vraiment surpris Deschamps en titularisant Di Maria sur le côté de notre point faible, qui est pour moi Jules Koundé sur le plan purement défensif. Di Maria a fait beaucoup de mal à Koundé et je pense que Didier Deschamps ne s'attendait pas à voir le joueur de la Juventus Turin sur le terrain. Comment on pourrait expliquer le fait que l'équipe de France soit pas dedans dans ce match? C'est peut-être l'événement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont jamais joué de finale dans cette équipe de France, que ce soit Chouameni, que ce soit Koundé, que ce soit Théo Hernandez qui a perdu deux ballons assez dangereux en tout début de match. Voilà, beaucoup de joueurs ont pu être potentiellement paralysés par l'événement. C'est que Dembélé n'a jamais joué de finale non plus, il n'était pas rentré en 2018 face aux Croates il me semble, et là il fait une faute un peu bébête, mais les Argentins non plus, à part Messi et Di Maria, aucun d'entre eux n'était là en 2014, donc voilà, je pense qu'on ne peut pas expliquer ça par le fait que beaucoup de joueurs ont eu peur de cette finale. Ça peut s'expliquer pour des joueurs inexpérimentés, mais pour des Giroud, des Mbappé, des Griezmann, on ne peut pas expliquer le fait par exemple que
Giroud, Griezmann soient passés complètement à côté. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Je sais pas. Mais voilà, les Argentins ont été portés par une ferveur populaire aussi. Ils sont poussés par quelque chose d'irrationnel, les Argentins, sur cette compétition. Le stade était bleu et blanc. Le stade était vraiment pour eux. On a vu la ferveur dans les rues de Buenos Aires. C'est absolument exceptionnel, même avant le match, surtout après le match. Donc ils sont portés par quelque chose d'irrationnel. Déjà, la ferveur populaire en Argentine qui est absolument énorme. C'est que pour eux, le football, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment plus qu'un jeu pour eux, alors que pour nous, c'est qu'un jeu. Voilà, on a d'autres choses à côté dans nos vies. Pour les Argentins, pas du tout. Il n'y a que le football. J'en parlais d'ailleurs avec un pote la dernière fois. Pour eux, il n'y a que le football. Et puis aussi, les joueurs de l'Argentine sont portés par leur volonté, par leur dévotion pour Lionel Messi. Tout simplement, le fait que les joueurs de l'Argentine veuillent aller chercher la Coupe du Monde pour Messi, ça décuple vraiment leur énergie et on a l'impression qu'ils feraient tout pour aller donner cette Coupe du Monde-là à leur capitaine. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas passés à côté de l'événement parce que les Argentins, dans leur tête, étaient préparés à cette finale depuis longtemps. Dès qu'ils sont arrivés sur le sol qatari, ils se sont dit on va aller en finale pour gagner pour Léo Messi. Et c'est vrai que c'est pas pareil pour l'équipe de France. L'équipe de France est arrivée avec beaucoup de doutes. Il y a eu la blessure de Benzema, il y a eu la blessure de Lucas Hernandez, il y a beaucoup d'éléments extrasportifs qui pourrissent un peu l'ambiance, que ce soit à la Fédé ou que ce soit sur le terrain. C'est vrai que l'équipe de France, au tout début de la compétition, n'était pas forcément programmée pour arriver jusqu'en finale. Alors que les Argentins, même après la défaite face à l'Arabie Saoudite, dans leur tête, ils savaient, ils étaient préparés pour ce match-là. Ils savaient que la finale allait arriver, ils savaient qu'ils pouvaient potentiellement jouer une finale et que sur cette finale-là, il ne fallait pas se chier, entre guillemets, parce que c'était vraiment le moment de la donner à leur chef spirituel qui est Lionel Messi. S'il fallait parler donc de l'équipe de France, je dirais qu'on est passé à côté pendant 80 minutes où les joueurs étaient complètement à côté. Comme j'ai dit, Scaloni a un peu surpris Deschamps en mettant Di Maria qui a fait beaucoup de mal à la défense. À la défense française, on a vu des cadres aux abois, que ce soit Giroud, que ce soit Griezmann, que ce soit Varane. C'était des joueurs qui n'étaient absolument pas présents. Les seuls qui s'en sont sortis pendant les 80 premières minutes, en fait, il n'y en a pas. À part peut-être Upamecano, mais encore, il est un peu fautif sur le deuxième but. Mais sinon, sur les 80 minutes, même Mbappé, là, on parle de lui comme... évidemment, Mbappé, bien sûr. Mais c'est vrai que pendant les 80 premières minutes, à part ces deux buts, il n'est pas là, Kylian. Mais aussi, c'est normal. S'il n'est pas servi, c'est compliqué de se montrer. Dembélé fait cette faute. Pour moi, je ne vais pas vous mentir, pour moi, il n'y a pas pénalty. Même en retombant, même quand le match est passé, etc., quand la frustration est un peu passée, avec un peu plus de lucidité, pour moi, il n'y a pas pénalty. On ne peut pas siffler ce genre de faute en finale de Coupe du Monde. Ça n'est pas possible. Et c'était peut-être le 6e pénalty de l'Argentine sur la compétition, le 5e, je ne sais plus. Donc on peut aussi se poser des questions. Je ne crie pas au complot, mais c'est vrai que Dembélé effleure Di Maria. Et pour moi, sur une finale, en Ligue 1, tu peux la siffler. En Ligue 2, tu peux la siffler. Mais en finale de Coupe du Monde, où tout se joue sur des détails, tu n'as pas le droit de siffler ce penalty-là. C'est vrai que Dembélé s'y prend très très mal. Ça porte d'une bonne volonté de sa part en revenant défendre pour aider Koundé, mais il fait cette faute. En plus, le pire, c'est que il y a énormément de conséquences. C'est un boomerang en fait. C'est que derrière, Dembélé est plus du tout en confiance. Ça impacte l'attaque de l'équipe de France et Deschamps est obligé de faire ce double changement à la 41e. Mais ce double changement, sur le moment, on se dit qu'est-ce qu'il fait? Et puis ensuite, dans un second temps, quand on voit le niveau de Kolo Muani, quand on voit le niveau de Marcus Thuram, on se dit finalement, il a peut-être bien fait. Dembélé est un peu sorti de son match après sa faute sur le joueur argentin, sur Di Maria. Giroud n'était pas vraiment dedans. On va pas se mentir, peut-être qu'il était blessé. J'ai vu qu'au niveau du genou, il avait des petites douleurs, etc. Je sais pas, mais en tout cas, quand on voit le niveau qu'a affiché Kolo Muani, le niveau qu'a affiché Marcus Thuram, mention spéciale à Kolo Muani d'ailleurs, on se dit que Deschamps n'avait pas forcément eu tort. Maintenant, psychologiquement, tu fais mal à Dembélé, tu fais mal à Giroud, mais c'est la finale, donc en fait, il n'y a pas de match derrière, donc que tu leur fasses mal psychologiquement, au final on s'en fout un peu. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sur le plan psychologique et même sur le plan du terrain n'ont pas été bons. Voilà, et puis les Argentins ont très vite mené à 2-0. Sur le deuxième but, c'est une action d'école. Normalement sur ce genre d'action, il n'y a pas de but en finale de Coupe du Monde. Il n'y a pas ce genre de but dans une finale. C'est vraiment une action d'école où ils arrivent à trouver un décalage super facile pour Di Maria sur le côté qui arrive à finir. Et à 2-0, on se dit tous que voilà, ça va être compliqué. On arrive à quoi? 75e, 76e, on se dit 2-0. Même chez les commentateurs de TF1, tu sens que même pour eux, ça commence à être plutôt compliqué. Même eux, ils y croient plus trop. Et puis là, Mbappé. Et quand tu as un joueur intergénérationnel, quand tu as un joueur que tu vois une fois par siècle, et ben forcément, tu peux te reposer sur lui. Voilà, il y a cette faute déjà Kolo Muani qui va la provoquer. Bravo à lui d'avoir persévéré parce que beaucoup de joueurs n'y seraient pas allés. Se dire, bon, c'est fini, on perd 2-0, on va perdre, etc. Lui, il est allé, il a eu la persévérance, la détermination d'y aller. Il provoque ce penalty. Mbappé a les nerfs solides de le transformer parce que franchement, les nerfs doivent être solides parce que là, s'il ne le met pas, l'équipe de France a perdu. Voilà, c'est vraiment le but de la relance. Et derrière, tu mets le doute dans la tête des Argentins. Et puis, coup sur coup, comme ont fait les Néerlandais, tu marques ce deuxième but qui est absolument merveilleux. Pour moi, le plus beau but de la Coupe du Monde, même devant Richarlison, parce que là, en termes de dramaturgie, en termes d'émotion, en termes de climax, comme on dit en cinéma, c'est absolument incroyable.
cette reprise, tous les Français ont dit contrôle, Kylian, contrôle. Et non, il remet sa reprise. Il y a quelque chose d'esthétique dans cette reprise qui est absolument incroyable. Et puis 2-2. Et puis là, on se dit, les Argentins vont couler. Et comme face aux Néerlandais, ils coulent pas. Et c'est vrai que j'aimerais souligner quand même la détermination de ces Argentins. C'est vrai que niveau mental, ils se sont fait rejoindre face aux Pays-Bas. Voilà, sur ces 2 buts en fin de match. Le même scénario que contre l'équipe de France. Et ils se sont gardé la tête haute. Beaucoup d'équipes auraient coulé. Tu mènes 2-0, tu fais un putain de match. Excusez-moi du terme. Et puis tu vois l'adversaire revenir en finale de Coupe du Monde. Il y a beaucoup d'équipes qui se seraient écroulées. Et là, c'est pas le cas des Argentins qui ont gardé la tête froide et qui ont continué à jouer leur jeu. Mais à ce moment-là, à 2-2, les Français se disent ça y est, on peut peut-être revenir. Et puis la prolongation arrive. Il y a ce fameux but des Argentins, ce troisième qui pour moi est valable. Hein. Il n'y a pas de hors-jeu, même si ça se joue vraiment à rien. À ce qui paraît, il y a un doigt qui dépasse. À ce qui paraît, Varane a les fesses un peu trop grosses, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce but. Derrière, voilà, Koundé gâche un peu ce but pour les Argentins parce que c'est le but de Messi quand même. Messi qui donne la victoire à ce moment-là à l'Argentine et Koundé qui met un peu le doute. Mais finalement, non, la balle est bel et bien rentrée. Il n'y a rien à espérer. Beaucoup ont espéré le hors-jeu. Beaucoup ont espéré que la balle ne rentre pas. Et finalement, il n'y a eu aucun des deux. Le but est tout à fait valable. Et puis après, on revient sur un penalty qui vient de nulle part. Mbappé frappe. La balle, je suis sûr qu'elle passe au-dessus, qu'il n'y a rien. Et puis Molina met sa main. C'est assez contestable. Peut-être qu'il n'y a pas penalty. Pour moi, il met la main. À partir du moment où il met la main, que c'est écrit dans le règlement que c'est comme ça, il y a penalty. Mais c'est vrai que voilà, c'est assez litigieux. Là encore, Mbappé, encore une fois, les nerfs solides. Triplé. Première fois depuis 1966 qu'un joueur met un triplé en finale de Coupe du Monde. Il faudra se pencher quand même sur la performance de Kylian Mbappé sur cette finale. Et puis derrière, les tirs au but. Et là, forcément, les tirs au but, c'est quelque chose d'extrêmement frustrant. Parce que quand j'entends Deschamps qui dit les tirs au but, c'est la loterie. Quand j'entends Loris qui dit on ne les prépare pas, il y a beaucoup d'aléatoires. C'est ce qu'il a dit, Loris. Il a dit c'est de l'aléatoire, les tirs au but. Et en fait, quand tu vois qu'on a perdu en 2006, qu'on a perdu en 2020 et qu'on perd encore en 2022 3 fois au tir au but, tu te dis en fait, c'est pas tant de la loterie que ça. C'est qu'à un moment donné, il y a peut-être une part de préparation. Parce que Emiliano Martinez, je sais qu'en Copa América, il avait écœuré la Colombie comme ça. Face aux Pays-Bas, il les avait écœurés aussi comme ça. Les Argentins, les 2 dernières séances de tir au but qu'ils ont eu à jouer, ils les ont gagnés. Et à chaque fois, le gardien a triomphé. C'est pas du hasard. C'est pas un hasard, c'est pas de la loterie. Et c'est ça notre problème en France, c'est qu'on aurait pu gagner la Coupe du Monde 2006, on aurait pu se qualifier en quart de l'Euro et on aurait pu gagner la Coupe du Monde cette année si on avait un tant soit peu préparé les pénaltys. Et pour moi, c'est un énorme problème de ne pas préparer des tirs au but. Tu sais très très bien que dans une finale comme ça, tu es peut-être amené à les jouer. Maintenant, à la décharge de l'équipe de France, c'est vrai qu'en 2018, on n'est jamais allé en prolongation. Même cette année, on n'est jamais allé en prolongation. Donc forcément, il y a un petit excès de confiance où tu te dis, bon, on va jamais en prolongation, pourquoi est-ce qu'on les préparerait ? Mais là, c'est quand même une finale de Coupe du Monde, encore une fois, c'est la deuxième, tu as engrangé de l'expérience, tu devrais préparer ces foutus pénaltys parce qu'ils peuvent changer l'histoire. C'est pas de la loterie, les pénaltys, c'est pas de la loterie, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, c'est des choses que tu prépares, c'est un geste technique. Quand tu es gardien, tu dois avoir les informations sur où tirent les joueurs adverses. Voilà, il y a plein de gens qui préparent des feuilles, il y a plein d'analystes qui, justement, analysent, c'est leur métier d'analyser où les joueurs vont tirer, etc. Et puis je suis désolé, les pénaltys des Argentins, ils n'étaient pas super bien tirés. Le pénalty de Messi n'est pas super bien tiré, Loris peut vraiment aller le chercher. Même le deuxième, je ne sais plus qui c'est qui le tire, il n'est pas super bien tiré. On aurait pu vraiment faire quelque chose. Derrière, comment en vouloir à Tchouaméni? Comment en vouloir à Coman? On ne peut pas leur en vouloir. Ils n'ont jamais tiré un pénalty de toute leur carrière. Ils arrivent, on les envoie au charbon parce que c'est que l'équipe de France sur la fin du match était extrêmement jeune. Tous les cadres étaient sortis, tous les vieillissants étaient sortis, ils étaient très très jeunes, la moyenne d'âge était vraiment, vraiment basse. L'équipe, on jouait peut-être à 4 ou 5 attaquants, donc il n'y avait plus vraiment de structure. Et c'est ça la beauté de ce match. C'est pour ça qu'on le retiendra ce match. C'est qu'à la fin, il n'y avait plus de structure. Aucune des deux équipes n'avait de structure. Jusqu'au but d'Mbappé, jusqu'au pénalty de Mbappé, il y avait un peu de tactique. C'est que les Argentins ont réussi à quadriller le jeu, à nous empêcher de jouer. Nous, on n'arrivait pas du tout à sortir la tête de l'eau. Et puis à partir des 2 buts d'Mbappé, il n'y avait plus de tactique. C'était terminé. On ne pouvait plus analyser ce match. Aujourd'hui, je suis là devant vous à vous parler du match, mais à partir de la 80e minute, j'avais plus rien à analyser. On a fini avec un milieu de terrain avec Youssouf Fofana, Kingsley Coman et Marcus Thuram. Donc il y avait plus rien à analyser en fait sur la fin du match. C'était terminé. On a fini avec Disasi arrière droit et Kamavinga arrière gauche. Donc sur le plan tactique, il n'y avait plus rien à analyser. C'était dans les mains de Dieu, comme dirait CR7 en 2016 pour la séance de tir au but face à la Pologne. C'était dans les mains de Dieu et puis voilà, c'était fini. Ça allait d'un but à l'autre.
voilà, il y a l'occasion de Kolo Muani à la 120e qui, moi, me fait très très mal au cœur pour lui parce qu'il fait une entrée en jeu absolument exceptionnelle et je pense que ces nuits vont être très très courtes pendant quelques jours, pendant quelques semaines, voire quelques mois parce que tu vas la regretter. C'est un peu à l'image de Gignac en 2016. Il va la regretter longtemps. Pourtant, il a absolument rien à se reprocher. Il fait une entrée absolument admirable. Il marque son penalty alors que voilà, le gars, il y a 3 ans, il était en national. Donc bravo à lui, encore une fois. J'ai envie de dire merci Randall. On ne peut pas lui en vouloir. C'est un face-à-face avec un super gardien. Et il le rate, on ne peut pas lui en vouloir. Donc même Coman, même Tchouaméni, c'est des jeunes joueurs à qui tu ne peux pas en vouloir. C'est un penalty. Le gardien argentin s'est bien détendu. Tchouaméni, il le rate. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est des gars qui tirent jamais les pénaltys. Ça peut arriver. Maintenant, j'aimerais revenir pour finir la vidéo sur l'attitude des Argentins. Parce que ça aussi, il faut en parler. Pour moi, être champion du monde, c'est être un symbole. C'est être quelqu'un que tu peux admirer. C'est vraiment être une idole. Quelqu'un qui est champion du monde, pour moi, c'est une idole. Mbappé est une idole. Neuer est une idole en Allemagne. David Villa, Iniesta sont des idoles en Espagne. Cannavaro est une idole en Italie. Pour moi, quand tu es champion du monde, tu es l'idole dans ton pays. Et tu dois avoir une bonne attitude. Les Argentins, c'est vrai que dans l'histoire, ils n'ont pas toujours eu une bonne attitude. Maradona le premier, certes, il gagne la Coupe du Monde en 86, ça devient le symbole, ça devient l'idole de la patrie, etc. Mais il met 7 mains en quart de finale. Ça n'a pas entaché sa réputation en Argentine. D'ailleurs, on l'aime encore plus pour ça en Argentine. Mais moi, d'un œil extérieur, d'un œil adverse surtout, qui est la haine, qui a eu la haine quand j'ai revu les images de Materazzi et Zidane, etc. Moi, en tant que supporter adverse, je le déteste. Je déteste les Paredes, je déteste les De Paul, Emiliano Martinez, c'est absolument obscène ce qu'il fait. Mais j'ai envie de dire quel cruel manque d'éducation. Pour moi, c'est un cruel manque d'éducation. Tu as gagné la Coupe du Monde. Ça y est, tu es sur le toit du monde. Fais preuve de fair play, fais preuve de classe. Kun Agüero, qui n'a pas joué, qui a arrêté sa carrière, qui est à la retraite et qui vient chambrer, qui vient insulter un jeune joueur de l'équipe de France, Camavinga, en live, qui ne lui a absolument rien demandé. Kun Agüero a quand même 35 ans. Et il se permet en live sur Instagram d'insulter Eduardo Camavinga, qui est un jeune joueur qui a fait une très bonne entrée, très prometteur, qui a déjà une Ligue des Champions, ce que Kun Agüero n'a jamais eu et n'aura jamais. Donc au bout d'un moment, on peut se questionner sur l'attitude des Argentins. C'est un beau champion du monde, voilà, ils ont fait leur campagne, ils ont battu les Pays-Bas, la Croatie, la France. Sur le terrain, ils ont été très bons, encore plus en finale. Voilà, sur le terrain, bravo à l'Argentine. Mais l'attitude qu'ils ont eu en dehors, que ce soit en quart de finale face aux Pays-Bas, et même là aujourd'hui en finale, il y a des déclarations d'Emiliano Martinez, il y a son attitude quand il reçoit le trophée de meilleur gardien, il y a l'attitude de Paul, de Paredes, dès que tu les touches, ils tombent. Enfin, t'as envie de dire, les gars, faites preuve de fair play, je sais pas. Après, c'est des idoles en Argentine, hein, quoi qu'il arrive. Hein, et puis, ils sont aussi aimés pour ça. Ils sont aimés pour leur côté un peu besogneux, ils sont aimés pour leur côté un peu provocateur, voire même vulgaire pour Emiliano Martinez. C'est comme ça, c'est des idoles quand même, et c'est pour ça qu'on les aime. Mais nous, en tant qu'adversaires, évidemment que ça nous écœure. Moi, ça m'écœure. J'aurais aimé avoir un De Paul dans mon équipe, j'aurais aimé avoir un Paredes qui vient un peu casser, qui vient un peu simuler, qui vient un peu. Mais la vulgarité dans les propos d'Agüero, la vulgarité dans les gestes d'Emiliano Martinez, moi je les ai jusque-là et je ne peux pas le pardonner, je suis désolé. Pour moi, c'est un très beau champion du monde sur le terrain, mais en dehors du terrain, pour moi, ils n'auront pas le prix du fair play, ça c'est sûr. Donc l'attitude des Argentins, pour moi, est à déplorer, vraiment. Même les supporters des Argentins, je sais que pour la majorité, c'est des gens super qui sont venus supporter leur équipe avec de la ferveur, de l'enthousiasme. Les supporters qui sont à Buenos Aires, les supporters qui sont allés au Qatar, bravo à eux pour avoir poussé leur équipe jusqu'au bout. C'était pas facile, surtout après la défaite initiale face à l'Arabie Saoudite. Mais il y a une minorité de supporters argentins que je ne peux pas supporter. Maintenant, j'aimerais venir sur une dernière chose pour finir la vidéo. Les racistes, ceux qui vont sous les posts Insta de Camavinga, de Coman, de Kolo Muani, de Tchouaméni, j'ai envie de dire, c'est scandaleux. Voilà, c'est scandaleux de tenir des propos racistes envers des joueurs de votre propre équipe. C'est absolument scandaleux. Donc voilà, le racisme n'a pas sa place dans le football, n'a pas sa place dans le sport, n'a pas sa place dans la société tout court et c'est absolument ignoble. Je sais qu'il y a eu ça avec les Anglais en 2021 après l'Euro, Saka, Rashford. Sancho a encore des séquelles psychologiques de ça. Il est encore très touché par ça. Et puis là, encore une fois, et j'ai envie de dire à Tchouaméni, à Coman, vous êtes des jeunes joueurs, même Kolo Muani, vous allez revenir encore plus fort. On s'en fiche des racistes. Vous avez rendu le peuple français fier pendant cette campagne de Coupe du Monde. Ça s'est joué à rien. Voilà, vous étiez sur le point d'enchaîner une deuxième Coupe du Monde de suite. Ça s'est joué à rien, mais voilà, le football est ainsi fait, c'est cruel, c'est dur. Bravo aux Argentins, bravo à Lionel Messi qui est pour moi maintenant le meilleur joueur de tous les temps. Bravo à l'Argentine, vraiment, vraiment bravo à l'Argentine qui a fait une super Coupe du Monde. Maintenant voilà, leur attitude pour moi est à revoir pour la majorité. Et puis merci à l'équipe de France de nous avoir fait vibrer pendant ce mois de Coupe du Monde. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, merci beaucoup.